Donc, la présentation que je vais vous faire, j'avais eu un intitulé qui correspondait au papier qui a été présenté lors de la conférence Magnet Technology qui a eu lieu en 2023. Le papier était préparé par Alessandro Bonito Oliva, qui était à l'époque encore le TRO européen des TF Coil, qui a maintenant rejoint l'organisation ITER en tant que programme manager pour la machine Tokamak. Donc, je vais vous présenter le contenu de sa présentation qui a été faite lors de cette conférence. La majeure partie des slides étant en anglais, je vais vous apporter toutes les informations en français pour plus de clarté. Donc d'abord, quelques informations sur le système aimant d'ITER. Donc les principaux aimants qui sont bien connus, on a les bobines poloïdales, dont une a été fournie par la Russie et 5 étaient fournies par l'Europe. Mais sachant que sur les 5 fournies par l'Europe, la première qui est PF6, a été fournie par la Chine. Ensuite, on a le central solénoïde qui, lui, est fourni par les États-Unis. Et on a 18 aimants toroïdaux qui ont été partagés entre l'agence domestique européenne et l'agence domestique japonaise, avec en plus un spare qui est lui aussi fabriqué par l'agence domestique japonaise. Donc, on a 10 bobines fournies par l'Europe et 9 bobines qui sont fournies par le Japon. On a aussi d'autres aimants qui concernent la machine. On a entre autres ces bobines qui sont ce qu'on appelle les ILM, qui sont les Edge Localized Mode, qui sont en fait des bobines qui sont là pour contrôler les petites instabilités et qui ont une énergie limitée. L'objectif principal de ces aimants étant de protéger les composants internes de la chambre à vide, tels que le diverteur ou encore les couvertures. Et on a aussi les aimants correcteurs, les aimants, ce qu'on appelle les CC coils, qui eux sont là pour améliorer la tolérance de positionnement en fait du plasma et pour aussi corriger quelques harmoniques qu'on peut avoir au niveau du plasma. Donc ces aimants-là sont principalement pour aider à améliorer ce qu'on appelle les champs d'erreur, error field. Avec cet ensemble d'aimants que je vous ai présenté juste avant, plus cela, en fait, on a l'ensemble du système magnétique que constitue la machine. Donc, quelques historiques un petit peu sur le procurement des aimants. Donc, on a pour les aimants toroïdaux, en fait, deux procurement arrangements qui avaient été signés. Un pour les aimants toroïdaux européens et un autre pour les aimants toroïdaux japonais. Ceux-là ont été signés en 2008 et il y a eu un procurement arrangement qui a été signé pour l'aimant poloïdal, les 5 fournis par l'Europe, aussi en 2009, plus un procurement qui a été signé avec la Russie pour le seul aimant fourni par la Russie, qui est l'aimant PF1. On avait quelques conditions limites à ce procurement qui étaient en premier le budget, qui n'a pas été autorisé à changer tout au long on va dire de la production, sachant qu'on a quand même eu quelques project change requests qui sont à l'origine de quelques ajouts de crédit pour le projet. On a un schedule qui était défini avec des dates qui ont été définies pour chacune des bobines. Alors en 2008, bien sûr, on n'avait pas les dates qu'on a aujourd'hui. On a eu plusieurs amendements de ces dates qui ont été validées au fur et à mesure de la vie du projet, sachant qu'initialement, on avait une machine qui était censée être opérationnelle en 2016 et que les derniers aimants reçus pour les aimants toroïdaux l'ont été l'année dernière. Donc on a eu plusieurs amendements qui ont été validés en fonction des choix techniques industriels qui ont été faits. On a eu un marché industriel qui a été assez important, réalisé aussi bien côté japonais que côté européen, mais bon, là, je me focalise principalement sur l'Europe. On a plusieurs technologies qui ont été développées et on avait surtout beaucoup d'incertitudes sur certaines technologies. On reviendra dessus lors de la présentation, mais principalement au niveau des contraintes qu'on avait en termes d'usinage et de tolérance d'usinage pour beaucoup des composants qu'on a eu à réaliser et pour pouvoir tenir les performances des aimants attendus. Un autre critère qui était très important, c'est que initialement, on était parti sur des fournitures de ces aimants par plusieurs industriels à travers le monde, mais pour une majeure partie des éléments colloïdaux, en tous les cas de PF2 jusqu'à PF5, les dimensions de ces aimants sont tellement larges qu'on n'était pas capable de les transporter sur la route, même en ayant fait les agencements qu'on a réalisés au niveau du trajet entre Fos et ITER.
Et cela a nécessité de réaliser des usines de fabrication directement sur le site ITER. Donc, les premières étapes ont été de définir la meilleure stratégie de fabrication et surtout de choix industriels pour tenir toutes ces conditions qui étaient définies au départ du PA. Chacun de ces procurements, que ce soit TF ou PF, ont été découpés dans plusieurs plus petites commandes pour améliorer la compétition et pour essayer d'ajuster les prix. On viendra sur ce sujet-là, mais typiquement pour les aimants PF, on a fait une fabrication sur site pour éviter des transports, mais on a aussi défini plusieurs industriels qui ont participé à l'assemblage de ces bobines, avec un choix d'un industriel chapeau qui était ASG pour la fabrication sur site, et ensuite ASG qui avait plusieurs sous-contrats à redistribuer à différents industriels. En l'occurrence, on avait des industriels locaux tels que CNIM qui ont été sélectionnés pour une partie du travail. Pour ETF, on a eu affaire à deux grands industriels, principalement pour réaliser la partie radial plate. On a qui est en fait un des composants dont je vous donnerai un peu plus de détails dans les prochains transparents. Donc, ce contrat des radial plate était un contrat assez lourd qui a été réalisé avec deux industriels différents, NIM et Simic en Europe. On a ensuite la réalisation de ce qu'on appelle l'intégration des conducteurs au niveau de la bobine et la fabrication de la bobine qui a été réalisée par l'entreprise ASG en Italie. Et on a l'intégration du wading pack à l'intérieur de son boîtier métallique qui a été réalisé chez le fabricant Simic. On a eu plusieurs développements R&D à réaliser aussi, développer tout ce qui est les soudures et le contrôle associé pour des épaisseurs de l'ordre de 120 mm dans un acier inox, qui est assez compliqué, avec beaucoup d'atténuation, donc difficulté d'application des contrôles ultrasons, mais impossibilité pour autant de réaliser des films radio, puisqu'on n'avait pas accès à l'intérieur de la bobine une fois qu'on avait fermé, étant donné qu'on avait imprégné l'ensemble avec de la résine à l'intérieur, donc on avait très peu de place pour installer des films. Donc la seule solution pour contrôler ces soudures était par contrôle ultrason. On a dû développer aussi des résines particulières pour tenir les radiations. Et on a, afin de valider chacun de nos choix techniques, fabriqué plusieurs prototypes, aussi bien de moindre échelle que jusqu'à un prototype complet d'un double pancake, d'un wading pack, d'une bobine TF, qui a été réalisé afin de valider l'ensemble des étapes du process. Et en fait, lors de la fabrication, ce qu'on a fait, on a relâché chacune des étapes de fabrication au fur et à mesure où ils étaient validés directement sur le prototype. Donc, on a fait la première insertion d'un conducteur dans une radial plate. Une fois que cette étape a été validée, on a lancé la fabrication sur l'ensemble des autres aimants avant même d'avoir passé toutes les autres étapes au niveau de fabrication du double pancake. Sinon, on n'aurait jamais réussi à tenir le planning, même s'il était déjà très, très serré. Donc, je vais aller un peu plus en détail. On va parler un peu plus maintenant dans le détail des aimants toroïdaux. Donc, quelques chiffres pour commencer. On a 18 aimants toroïdaux, plus un spare. Quelques dimensions pour avoir une idée. C'est un composant qui fait juste 17,7 mètres de haut pour 9,2 mètres de large. Et dans ses plus grosses épaisseurs, on a jusqu'à 3,6 mètres d'épaisseur de métal à prendre en compte pour tenir toutes les interfaces que doit supporter l'aimant toroïdal. Puisqu'en fait, un aimant toroïdal, c'est une bobine qui est encapsulée dans un boîtier métallique. Et le boîtier métallique, ensuite, est là aussi pour supporter l'ensemble du reste des aimants. C'est-à-dire que c'est sur l'aimant toroïdal qu'on supporte le central solénoïde, les aimants poloïdaux et les aimants de correction dont j'avais fait l'état juste avant. Une énergie magnétique de 41 gigajoules, un champ magnétique maxi de 11,8 Tesla, sachant que le champ propre de la bobine est aux alentours de 6 Tesla, un courant de 68 000 ampères, une force centripète de 403 méganewtons, c'est la force que l'aimant produit au niveau du nez parce qu'on a un effet de coin qui se réalise au niveau du nez. Une constante de décharge de l'ordre de 11 secondes, un poids total de l'ensemble du système TF qui fait
6,5 mégatonnes et kilotonnes, désolé, et un total partie F-Col qui est plutôt de l'ordre de 340-350 tonnes. Le procédé de fabrication d'un aimant, alors comme je l'ai mentionné, on a une première étape qui est la fabrication de la bobine. Ensuite, cette bobine, une fois qu'elle est réalisée, qu'elle a été testée à 80 K chez le fabricant de bobines, a été directement insérée dans son boîtier. Les boîtiers étaient fournis par l'agence domestique japonaise, à savoir que l'agence domestique japonaise avait sous-traité une partie du boîtier, ce qu'on appelle ici le BU, à l'agence domestique coréenne. Donc, on a un ensemble déjà de 3 agences domestiques qui participent à la réalisation d'un aimant européen. Donc l'insertion en fait se fait de la sorte. On a la bobine, on vient glisser le boîtier AU sur le nez. Et cette partie-là est très importante parce que le calage qu'on réalise entre la bobine et le boîtier est ce qui va nous permettre de définir avec une bonne précision le critère important du winding pack qui est ce qu'on appelle la current circle line, qui est le critère qu'on va utiliser ensuite pour aligner correctement chacun de ces aimants dans la machine. Donc, c'est vraiment sur cette partie-là, mais je rentrerai aussi là aussi plus en détail dans les prochains transparents. Mais donc, la première étape, c'est d'insérer le winding pack dans le boîtier AU, de venir glisser le boîtier BU de l'autre côté, et on réalise une première soudure qui se fait ici. Donc là, on est sur des épaisseurs de 110 à 120 mm. On réalise ces 2 soudures en haut et en bas de la bobine. Une fois qu'on a réalisé ces soudures, on vient insérer ce qu'on appelle les boîtiers de fermeture, AP et BP, qui viendront fermer l'autre côté vers l'intérieur du winding pack. Et on vient ensuite compléter ça avec ce qu'on appelle des splice plates, qui sont là pour ajuster la distance entre AP et BP post-soudure. La dernière étape qu'on vient réaliser lorsqu'on assemble les aimants toroïdaux, c'est venir assembler la boîte terminale qui se trouve en partie inférieure de l'aimant et dans laquelle se trouvent tous les éléments, on va dire, sensibles de l'aimant toroïdal, où on a les joints de connexion et toute l'instrumentation pour alimenter aussi bien en courant qu'en hélium la bobine. La mise en place de la bobine dans son boîtier s'est fait de façon verticale comme c'est présenté sur le crowbar et à plat. Très bonne question. Non, elle s'est faite en horizontale. Alors en fait, on a eu 2 stratégies différentes pour l'insertion des bobines dans les boîtiers. On a une stratégie qui était la stratégie européenne, qui elle s'est faite avec l'aimant complètement couché, vraiment en position horizontale, dans la même orientation que dans laquelle a été réalisée la fabrication de la bobine. C'est-à-dire que la bobine n'a jamais subi de rotation jusqu'à ce qu'elle soit insérée à l'intérieur du boîtier. Les Japonais ont choisi une autre stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé l'insertion en position verticale, mais pas dans cette position-là. En fait, le AU, ici, était posé sur le sol, et ils sont venus insérer la bobine à l'intérieur du AU sur le sol, et venus fermer ensuite avec le BU par-dessus. OK, merci. Donc, la fabrication de la bobine, alors déjà, par définition, en fait, une bobine est fabriquée de 7, ce qu'on appelle double pancake, qui sont chacun réalisés à partir d'abord d'une radial plate. Donc la radial plate, c'est une partie métallique qu'on va voir ici, mais que je peux peut-être montrer. Alors, je pensais que j'avais une photo de la radial plate. La radial plate est un composant qui se trouve ici, qui est fabriqué en fait dans lequel on a usiné des conduits. Et ensuite, on récupère la bobine qui était livrée en forme de toron. Ce toron, on le déroule complètement et on réalise la forme en D de chacun des tours. On vient insérer cette partie qui a été on va dire, formée dans la radial plate, donc dans chacun de ces grooves, qui sont ici dans la partie gris clair qu'on peut voir là. Et une fois que le conducteur il est inséré dedans, on vient mettre par-dessus des couvercles. Ce que j'ai mentionné, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le conducteur, bien sûr, avant d'être inséré dans sa radial plate et dans ses groupes, est lui-même déjà pré-isolé. C'est-à-dire qu'on a déjà 3 couches d'isolation autour du conducteur avant de l'insérer dans la radial plate. Une fois qu'on a fermé ces couvercles, on vient rajouter l'isolation du double pancake avec une imprégnation sous vide une fois qu'on a finalisé l'isolation. Et ensuite, on vient empiler chacun de ces double pancakes l'un au-dessus de l'autre
de manière à réaliser le winding pack qui, lui, subit sa dernière isolation, sa dernière couche d'isolation, qui elle aussi est imprégnée sous vide dans une deuxième étape. Le conducteur qui est utilisé pour la fabrication des bobines toroïdales, c'est du conducteur nobium éteint qui a subi un traitement thermique après avoir été mis en forme de dé lors de la première étape de fabrication. Les aimants PF, donc on a, comme vous pouvez voir, trois dimensions différentes d'aimants. On a l'aimant PF6 qui se trouve au plus proche du centre solide. Ensuite, deux aimants, PF2, PF5, et les trois aimants dont les dimensions sont les plus importantes, PF3 et PF4. Donc PF3 et PF4 sont deux aimants dont le diamètre extérieur est de l'ordre de 24,8, 24,6 mètres. Le plus lourd des aimants est PF6, c'est celui qui se trouve ici tout en bas parce que c'est celui qui a le plus de conducteurs et on est à 399 tonnes. Donc c'est quand même des aimants, on reste dans la même ordre de grandeur en termes de poids qu'avec un TF coil, mais des dimensions qui sont beaucoup plus importantes et qui nécessitaient par conséquent de créer ces usines de fabrication sur site pour PF2, PF3, PF4 et PF5. Question? Non, 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 je disais simplement, avec le petit personnage, on arrive bien à voir la hauteur des aimants et effectivement, Alain me disait que c'était comme un immeuble, quoi. Ah oui, oui, oui. Quand on pense qu'à côté de ça, cet aimant orange, en fait, il fait 17,6 mètres, ça donne, et pour 25 mètres de large avec les aimants PF les plus importants, ça donne quand même une bonne notion de la taille du système magnétique qu'on peut avoir dans le tokamak ITER. Il me semble qu'on avait également évoqué pendant la conférence les problèmes je dirais, de déformation due à son poids propre. Oui. Des bobines et des choses comme ça, tellement c'est gigantesque. Alors, typiquement, sur un aimant TF, on a pu justement faire l'analyse de cette déformation sous son poids propre de l'aimant. Effectivement, lorsqu'il était en position horizontale, on avait, parce que malheureusement, on n'est pas dans la meilleure configuration pour cet aimant, lorsqu'il est en position horizontale, on avait une déflexion qui était de l'ordre de 3,5 mm aux extrémités par rapport à la partie centrale. Donc, on avait vraiment une sorte de shape de forme en banane. Lorsqu'on l'a mis en position verticale, quand on a mesuré en fait entre le point haut, on va dire de courbe ici, et le point bas courbe ici, la déflexion était de l'ordre de moins de 1,2 mm. Donc la déformation sur son poids propre était assez faible quand même. Alors sur la stratégie on va dire de fourniture des aimants PF, les principaux facteurs qui ont été pris en compte, comme je l'ai mentionné, c'est PF3, PF4 qui sont trop larges pour être transportés et qui ont été fabriqués à Cadarache. PF5, PF6 qui devaient être livrés simultanément. Alors la raison pour laquelle on a dû livrer PF5, PF6 simultanément, je vais revenir sur le dessin qui est juste au-dessus, c'est que ces deux aimants-là, comme vous pouvez le voir, sont plus petits que la taille du torus fabriqué avec les aimants toroïdaux. Donc, on était obligé de les fabriquer en parallèle et de les installer le plus tôt possible sur la base du cryostat, de manière à pouvoir commencer l'assemblage du reste des composants. Ces composants sont donc mis pour l'instant dans le pit actuellement, sur la base du cryostat, en attente, en stockage, en attente qu'on ait installé les 18 aimants toroïdaux, de manière à pouvoir les mettre à leur place une fois qu'on aura construit le torus. Donc, ces deux aimants devaient être fabriqués rapidement et le plus tôt possible pour pouvoir commencer en fait le reste de l'assemblage de la machine. Tous les autres aimants sont installés a posteriori, une fois qu'on a les 18 aimants. Donc, on pouvait se permettre d'avoir une production qui était sur du plus long terme. Mais sur les PF5, PF6, on n'avait pas le choix. Et comme le délai d'installation de ces aimants se faisait sous une échelle inférieure à une demi-année, il fallait à tout prix qu'on ait deux lignes de production en parallèle. Mais ces deux lignes de production en parallèle n'étaient pas possibles sur le site ITER. C'est pour ça qu'on a décidé l'Europe a décidé de demander à la Chine de s'occuper de la fabrication de PF6. Et on a trouvé un moyen pour ensuite transporter PF6 de la Chine jusqu'à ITER, sachant que PF6, en termes de dimension, est devenu le point qui a défini l'élargissement de la route entre Fos et Cadarache, puisque c'était le composant le plus large qu'on avait à transporter sur cette route.
Donc voilà justement un exemple de ce que je vous disais juste avant. On peut voir une photo ici où on a un transport d'aimants japonais, en fait, celui-là, parce que je reconnais la structure, c'est une structure japonaise, qui définissait en fait la largeur de la route initialement dans le cadre de la signature qu'on avait en 2008. Et à cet endroit-là, avec PF6, on a dû avoir une largeur un tout petit peu augmentée sur une partie de la route, ce qui a nécessité, vous en avez peut-être entendu parler, à rogner sur certains endroits une partie de la roche, de manière à pouvoir faire passer cet aimant sur la route Fosse-Cadarache. Savoir qu'un transport d'un aimant, en fait, commence le lundi, la nuit de lundi à mardi, et se termine la nuit de jeudi à vendredi, de manière à pouvoir être mis en stockage dans le bâtiment le vendredi dans la journée. Et on ne peut faire ces transports que pendant la nuit. Donc, on met entre 3 et 4 nuits pour transporter tous ces composants lourds entre Fosse et Cadarache. Un petit on va dire, représentation photographique de l'ensemble de la ligne de fabrication des aimants poloïdaux. Donc, on a lors de la fabrication, et c'est sur le bâtiment, un bâtiment qui fait plusieurs je dirais presque centaines de mètres. Je crois qu'on est quasiment à 300 mètres sur toute la longueur du bâtiment. On commence par le bobinage. Donc, les conducteurs sont livrés dans des gros cylindres et on doit réaliser le bobinage à la dimension de l'aimant. Ensuite, on réalise tous les joints électriques au niveau des joints terminaux et les interconnexions entre les conducteurs. On réalise l'imprégnation du double pancake. On a 2 zones d'imprégnation du double pancake parce qu'on s'est rendu compte que c'était un des points durs, un des points on va dire critiques sur le planning de fabrication des aimants poloïdaux. Donc, on a 2 lignes d'imprégnation. Enfin, on avait, puisqu'on est au bout maintenant. Ensuite, on a une zone d'empilement des double pancakes et une zone d'imprégnation lorsqu'on a tous les double pancakes qui sont pilés les uns sur les autres. On a une dernière zone dans laquelle on réalise les essais à 80K des aimants poloïdaux et la dernière étape d'assemblage sur laquelle on vient installer ce qu'on appelle les clamps qui serviront plus tard à assembler les aimants poloïdaux directement sur le TF coil. Donc là, il y a encore des photos de fabrication. Donc, double pancake winding insulation, l'imprégnation, le stacking, l'isolation, les circuits hydrauliques et l'installation de clamps et le test en place. Aujourd'hui, l'état d'avancement, on a tous les aimants européens qui ont été livrés. En fait, tous les aimants toroïdaux ont été livrés, même les japonais. Donc là, la dernière phrase, elle est plus d'actualité. Sur les PF Coil, on a complété et livré l'ensemble des aimants aussi. Désolé, j'ai pas mis à jour le slide, mais voilà, le dernier PF Coil, on a terminé aussi son handover à IO là, tout dernièrement avec une célébration qui s'est faite il y a quelques mois. Une photo d'un TF Coil qui a été complètement complété en termes de fabrication. L'intérêt de cette photo, c'est de vous montrer l'aimant, encore une fois, avec des personnes en dessous, pour donner une idée de la dimension de l'aimant. La configuration dans laquelle on le voit là, c'est lorsqu'on réalisait en fait ce qu'on appelle un flipping du TF coil. Comme je vous l'expliquerai dans quelques slides après, lorsqu'on a terminé d'insérer la bobine à l'intérieur du boîtier, on a gardé quelques zones sur les boîtiers avec des surépaisseurs matière pour pouvoir les usiner à façon de manière à tenir les tolérances finales de l'aimant. Donc, on commençait par usiner un côté sur la machine et ensuite, on devait tourner l'aimant, toujours en position horizontale, pour usiner la deuxième phase de l'aimant. Et cette opération se faisait avec un système avec des vérins hydrauliques qui étaient utilisés chez le fabricant pour faire la rotation de l'aimant en utilisant des axes qui étaient installés au sol. On tournait autour du nez de l'aimant. Et une photo d'un aimant PF complété pour donner aussi une idée de dimension. PF4, qui est un des plus larges qu'on a sur la machine. Donc, quelques lessons learned, juste pour aller très rapidement dans le détail des quelques points critiques qui ont fait l'objet de beaucoup de travail côté de nos fabricants. Forcément, on a 15 ans d'histoire sur la fabrication de ces bobines, donc on a beaucoup de choses qu'on pourrait présenter, mais on va se limiter à un des critères qui a été très, très important à atteindre, c'est atteindre les tolérances géométriques des aimants.
Je vous ferai une présentation après des résultats et une comparaison entre les technologies et les résultats obtenus. Donc là, ce sont les principales influences qu'on a au niveau des aimants, le confinement du plasma, la protection, les charges qu'on peut avoir sur sur les premières couches à l'intérieur du vacuum Bessel, et le fait d'être capable de bien assembler l'ensemble des aimants, parce que l'assemblage de ces aimants est quand même quelque chose de complexe, et on a ensuite tout ce qui est interconnexion et connexion au système feeder aussi à prendre en compte. En termes de fabrication, on a dû définir un critère pour spécifier comment on allait aligner les aimants et comment on allait aussi définir leurs critères de fabrication. Il était difficile de réaliser des champs magnétiques de chacun double pancake et de la bobine, donc on a préféré définir un système plutôt géométrique partant du principe que si on a un bon barycentre géométrique de l'ensemble des conducteurs, on aurait par définition après une bonne cohésion et une bonne répétitivité en termes de fabrication des aimants. Parce que l'important, c'est surtout d'avoir quelque chose qui est répétitif entre chacun des fabricants, et c'était quelque chose d'assez complexe à tenir. Sachant que les aimants toroïdaux étaient fabriqués par différents fabricants. En Europe, on avait un seul fabricant de winding pack et une seule compagnie qui réalisait l'insertion, mais au Japon, on en avait deux. Ce critère ayant été défini, comment nous avons réussi à tenir? Alors, un des premiers points qui a été important pour les aimants toroïdaux, c'est celui que je vous avais mentionné un peu plus tôt, c'est l'utilisation en fait de radial plates, qui sont des pièces qui sont usinées, métalliques, donc qui sont plutôt rigides et qui permettent d'assurer une bonne répétitivité en termes de fabrication, puisque l'usinage, lui, étant répétitif. Ensuite, on insère nos conducteurs dans des slots qui ont été usinés et qui, eux, pour le coup, vont permettre une répétabilité du positionnement de chacun des conducteurs sur chacun des aimants. La précision qu'on a obtenue en termes d'usinage était de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre sur l'usinage de ces radial plates. Et je pense que j'ai une photo des radial plates juste après. Voilà. Donc ça vous donne une représentation de comment nous avons fabriqué les radial plates. Donc on est parti de matériaux forgés qui ensuite étaient usinés au niveau segment. Ensuite, on réalisait les segments, une soudure entre les segments, et on réalisait un usinage final de l'ensemble de la pièce. Il y a deux stratégies qui ont été choisies entre CNIM et Cinch pour la fabrication des radial plates. Côté CNIM, on est parti sur 6 segments, alors que côté Cinch, ils sont partis sur des segments un peu plus grands, par 3, et sur lesquels la stratégie a été un peu la même. En termes de soudure, on est parti sur du TIG Narrow Gap Welding, avec des contrôles par phase de ray pour l'ensemble des soudures qui ont été réalisées, et un usinage qui se faisait au final dans une ambiance contrôlée, avec une température à 20 degrés plus ou moins 1 degré Celsius, pour obtenir les précisions requises pour aussi bien la planéité que le positionnement de chacune des interfaces. Voilà une photo pour montrer un petit peu la taille, là aussi, d'une radial plate qui correspond à peu de choses près à la taille en termes de D d'un welding pack. Tout ça a été bien sûr contrôlé après avec une métrologie, par contrôle laser, et comme je vous l'ai dit, dans une salle aussi avec ambiance contrôlée. Donc on est sur des tolérances qu'on avait atteintes sur ces pièces. Une planéité qui était inférieure à 0,5 et une tolérance de positionnement de dixième. Là, ça nous donne une idée de la dispersion en termes de positionnement des grooves au niveau des radial plates. Donc on est voilà, par million, hein, on est vraiment sur des très petites déviations en termes de performance de réalisation des double pancakes et des radial plates. On a eu une learning curve sur les premières par rapport à ce qu'on a pu avoir sur le reste de la fabrication, mais on était déjà de toute façon sur les premières réalisations dans des tolérances qui étaient au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Les fabricants, lorsqu'on leur a fait leur a soumis nos exigences en termes de positionnement et en termes d'usinage, pensaient que c'était irréalisable, et finalement,
Ils ont tous réussi à tenir les tolérances qu'on leur avait demandées. Donc, ensuite, une fois qu'on a réalisé nos conducteurs, qu'on les a insérés dans nos radial plates, on a obtenu des double pancakes assez précis. On a ensuite empilé chacun de ces double pancakes en utilisant le nez comme surface de référence pour réaliser l'empilement et aligner chacun des double pancakes lors de l'assemblage. Ce qui nous a permis d'avoir quelque chose d'assez précis, puisque de la même manière, l'imprégnation sous vide était réalisée avec des structures rigides au niveau du nez, ce qui nous permettait d'avoir quelque chose de très précis en termes d'assemblage. On vient sur le deuxième aspect important pour tenir justement les performances en termes de current centerline, mais aussi en termes d'assemblage après, parce que l'aimant toroïdal, il est contraint par deux choses. Il a sa ligne de courant, ce qu'on appelle la CCL, mais il est aussi tenu par toutes les autres interfaces avec lesquelles il doit s'interfacer. On a toutes les interfaces intercolle structure qui permettent de créer en fait la ceinture d'aimants toroïdaux. Donc pour cela, on a ce qu'on appelle des clés de cisaillement qui se trouvaient sur la partie supérieure et la partie inférieure de l'aimant toroïdal. On a ce qu'on appelle les inner leg intercostructures. Donc ça, c'est toute la partie jambe. Et en fait, contrairement aux autres interfaces, c'est la seule interface qui n'est pas en contact lors de l'assemblage, mais qui se met en contact en opération grâce à la force centripète qui s'exerce. Et la raison pour laquelle on assemble délibérément avec un gap, c'est pour réduire les efforts qu'on a justement au niveau de ces clés de cisaillement. On a les autres intercostructures hautes et basses qu'on appelle outer intercostructures. Et on a ensuite ce qu'on appelle les intermediate outer intercostructures, IOIS, qui se trouvent à ces endroits-là. Toutes les parties que vous voyez en vert sont des parties sur lesquelles on a mis délibérément de la surmatière parce qu'on voulait pouvoir réusiner ces interfaces en cohérence avec la CCL qui est définie dans le boîtier. Donc, on positionnait le wadding par l'intérieur. On connaissait, grâce à des interfaces, on a plusieurs trous qu'on ne peut pas voir sur le boîtier, sur cette 3D, bien sûr, mais on a plusieurs trous qui nous permettaient d'accéder directement au wadding pack à l'intérieur avant l'imprégnation de la résine pour connaître la position exacte du wadding pack à l'intérieur du boîtier. Et c'est grâce à cette position qu'on a ensuite retransféré sur la partie extérieure de l'aimant qu'on a été capable de définir quelles étaient les zones à usiner sur chacune de ces interfaces avec de la surmatière. Cet usinage étant réalisé en dernière étape de fabrication des aimants. Voilà quelques résultats obtenus pour l'ensemble des TF Coil qui ont été réalisés. Donc, on a un comportement qui est certes pas exactement celui qu'on a par rapport au nominal, mais qui reste très cohérent sur les 10 aimants fabriqués en Europe. On voit vraiment quelque chose de très répétable. Donc, c'est ça qui est pour nous vraiment important en termes de fabrication pour ensuite assurer les performances de la machine. Alors, les aspects clés pour la technologie PF. Donc, on a, contrairement aux aimants toroïdaux, une jaquette qui est carrée, qui est beaucoup plus épaisse, qui est aussi beaucoup plus rigide. Donc, elle ne permet pas forcément de corriger des erreurs sur des vagues courtes de déformation, mais pour le coup, c'est aussi plus compliqué d'avoir des erreurs sur des vagues courtes avec ce type de conducteur, du SR-Header. On a quelques variabilités dans les propriétés de la jaquette, qui peut aussi générer des variabilités sur la trajectoire lorsqu'on réalise la mise en forme du conducteur. Et bien que justement les aimants PF aient une configuration qui est beaucoup plus simple à gérer qu'un aimant en D, comme les aimants toroïdaux, on a des erreurs sur la trajectoire de la CCL qui sont un peu plus importantes que le TF, dû aux singularités de ce conducteur et dû au fait que l'on n'a pas l'utilisation de radial plate comme on l'avait pour les aimants toroïdaux. Voilà quelques informations relatives à la disparité des variations qu'on peut avoir en termes de CCL sur les aimants PF. Donc ça, c'est la déviation verticale par rapport au nominal. Et on a aussi une déviation radiale par rapport au nominal de CCL. Donc on reste malgré tout dans des données qui restent très proches du millimètre, ce qui est largement suffisant par rapport à nos besoins. En termes vertical, on a un critère qui est défini, mais qui est moins, on va dire, contraignant, parce qu'on peut facilement le compenser lors de l'assemblage. Alors, quelques données. Donc, la reproductivité
reproductibilité géométrique du plan des bobines parmi les différents TF-coils. Pour les TF-coils, sur les 10 TF-coils, on est dans une bande de l'ordre de 0,5 mm, alors que pour les PF-coils, uniquement 4 coils, on est dans une bande de 7 mm. Les erreurs qu'on a pu constater sur la SSL et sur le plan géométrique de la bobine, on est entre moins 1 et plus 1,5 mm sur les TF-coils et moins 4 mm et plus 3 mm sur les PF-coils, ce qui est tout à fait cohérent avec les requirements qu'on avait. Par contre, ce qui est clair à dire, c'est que le fait d'intégrer la radial plate, le fait d'avoir cette insertion dans le boîtier, les aimants toroïdaux ont forcément coûté beaucoup plus cher que les aimants colloïdaux. Donc la technologie a un coût. Quelques informations relatives à l'assemblage, parce que pour tenir la CCL, il y a un point important aussi, c'est comment on réalise l'assemblage de ces aimants les uns avec les autres, en fabrication à la fois du secteur, puisque je pense que vous le savez, mais la fabrication, l'assemblage de la machine se fait par secteur sur ITER. On fabrique d'abord un secteur dans le hall d'assemblage, ensuite on dépose ce secteur dans le pit, et on a 9 secteurs assemblés les uns aux autres une fois qu'on est dans le pit. Donc la fabrication d'un secteur commence par le vacuum vessel, autour duquel on vient insérer le thermal shield, l'écran thermique de VV, qui se fait en 3 étapes, une partie pour l'inboard et 2 parties pour l'outboard, qui sont dues à la singularité du vacuum vessel avec ces ports qu'on a en haut et en bas, qui nécessitent qu'on fasse ça en 3 étapes. Ensuite, on vient glisser nos 2 aimants toroïdaux, toujours en utilisant les bras du secteur assembly tool. On vient les mettre en rotation autour du secteur et au-dessus du thermal shield, ce qui nous fabrique notre secteur TF. On a pour le SSAT une capacité d'ajustement radial de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre, en vertical 2 dixièmes, et sur l'inner outer toroidal, on a aussi plus ou moins 2 dixièmes de millimètre. Donc on a vraiment une très bonne capacité d'alignement, ces valeurs n'étant pas des valeurs théoriques, mais les valeurs mesurées sur le premier secteur qu'on a pu assembler sur le secteur 6. Pour une idée grossière, chaque TF faisant 320 tonnes, un VV 420 tonnes et le thermal shield 40 tonnes, ça nous donne un joli bébé de l'ordre d'un peu plus de 1000 tonnes à transporter ensuite dans le pit et déposer sur les outillages d'alignement. Lorsqu'on assemble les secteurs ensemble et lorsqu'on ensuite on réalise aussi les connexions des secteurs ensemble dans le pit, comme je vous l'ai mentionné avant, on a donc ces intercolles structures réalisées sur l'upper et lower AOIS. Donc là où on a usiné les perçages avec une précision assez critique, on vient installer des sortes de goupilles boulonnées qui viennent de chaque côté sur les 2 aimants et qui vont assurer un positionnement très précis entre les deux aimants. On usine en fait ce qu'on appelle des sleeves qui sont customisés. C'est des sortes de bagues customisées, des entretoises customisées qu'on usine avec des précisions qui sont de l'ordre de 50 à 60 microns pour vraiment respecter le positionnement entre les 2 aimants. On réalise la même chose au niveau des OIS, dans lesquels là, on a à la fois ce qu'on appelle des boulons de serrage et des boulons de positionnement. Et le dernier élément qu'on installe sont des clés de cisaillement, comme je vous le disais, au niveau de la partie inférieure et supérieure du nez, de l'aimant. Et un des critères importants, comme je vous le disais, sur la partie inner, donc qui contient toute cette partie-là, on doit assurer un gap entre 0,5 et 2 mm. Et c'est un des critères les plus difficiles à atteindre parce que justement, du coup, il n'y a pas de contact. Donc, lors de l'assemblage, on doit assurer une très bonne métrologie de ces 2 surfaces et on ne veut pas non plus avoir de variation importante entre la partie haute et la partie basse. C'est-à-dire qu'on aime avoir un gap qui reste constant sur toute la hauteur. C'est un des critères les plus importants lors de l'assemblage, aussi bien dans l'outillage d'assemblage que lorsqu'on dépose le secteur d'input. Les principaux éléments clés de l'assemblage, c'est bien sûr le poids des composants et la capacité à pouvoir bouger ces composants dans leur position finale. Dans la majeure partie des cas, on ne peut pas utiliser uniquement le pont, on a forcément des outillages supplémentaires. Typiquement, dans le pit, on a ce qu'on appelle un outillage d'alignement dans le puits qui est formé de trois supports hydrauliques sur lesquels on vient déposer le secteur et qui nous permet d'ajuster les 6 degrés de liberté. Après, lors de l'opération, un des points importants, c'est aussi les mouvements qu'on va avoir lorsqu'on va le mettre en opération. Il y a la première opération qui est bien sûr la température, lorsqu'on va refroidir ces aimants. On parle de plusieurs dizaines de millimètres.
Et là, on peut s'assurer qu'on aura un mouvement qui sera symétrique et qui sera prédictible. Et la deuxième chose, c'est aussi les déformations et les mouvements qui sont dus aux efforts électromagnétiques, qui sont assez larges. On parle aussi de quelques millimètres. Typiquement, sur la partie supérieure du CF-col, on a un effet twist qui entraîne une déformation jusqu'à 29 millimètres sur la partie la plus déformée. Et ça aussi, on veut que ce soit similaire autant que possible et prédictible pour justement tenir les performances en termes d'error field de la machine. Les conclusions, bah, aujourd'hui, voilà, on a seulement touché quelques aspects des lessons learned qu'on a pu obtenir lors de la fabrication de ces aimants, les 4 PF-coil, enfin les 5 PF-coil et les 10 TF-coil. On a réussi sur l'ensemble de cette fabrication à atteindre des performances en termes de fabrication et de tolérance et de positionnement de ce qu'on appelle la CCL. Forcément, l'utilisation des radial plates a permis d'atteindre quelque chose d'assez de mieux qu'attendu, je dirais, pour le positionnement de la CCL. Mais bon, toutes ces opérations n'ont pas été faites à moindre coût. Hein, chacun de ces contrats. Aujourd'hui, on estime qu'un aimant toroïdal, pour donner une idée grossière, coûte aux alentours de 110, entre 110 et 120 millions. Un aimant toroïdal. On pense qu'en tous les cas, ça a permis de définir les meilleures technologies pour les prochains réacteurs en termes de coûts et en termes d'exigences à respecter pour tenir les géométries de la CCL. Et on pense aussi que quand on voit justement le projet tel que le démo, qui est encore un tokamak plus large que celui de ITER, il y a une forte probabilité qu'il y aura besoin de prévoir des lignes de fabrication directement au lieu où on fabriquera cette machine parce que les aimants toroïdaux auront des dimensions qui ne permettront très probablement pas un transport facile sur le site d'assemblage de la machine. Voilà pour cette présentation. Il faut rappeler, parce que je pense que les images sont quelque part trompeuses pour l'esprit, parce que quand on demande des tolérances, et vous avez réalisé des tolérances de quelques millimètres, il faut réaliser que c'est des tolérances quelques mètres sur des pièces qui font 20 ou 25 mètres de haut. Tout à fait. 10 mètres de large, et qui pèsent, je ne sais plus les chiffres, mais 20 ou 30 tonnes, non, c'est ça? 350 tonnes. 300 tonnes. Donc, je dirais que moi, quand je savais qu'il y avait des aimants en ITER, mais je n'avais pas perçu cette dimension-là. Je crois que ça valait le coup, je dirais, au moins de se rendre compte de ça, parce que c'est un challenge en français, parce que le mot existe, c'est un challenge en français extraordinaire, quoi. Tout à fait, oui, oui. Ah oui, oui. Ça a été un vrai challenge et un vrai combat avec les industriels sur chacune des étapes de fabrication de ces composants. Hein. On a rencontré systématiquement des objections, des refus, et ce qu'il y a de magique avec ce projet, c'est que finalement, à chaque fois, on a réussi à atteindre les objectifs avec des industriels qui nous ont accompagnés. Et je pense que ça, c'est aussi une leçon learned très importante de ce projet, un retour d'expérience assez important, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bons industriels. Mais, ça nécessite aussi d'être noté. Oui. On a parlé beaucoup de tests, disons, physiques, mais au niveau continuité électrique, comment ça a été pratiqué? Alors, on a fait plusieurs tests de continuité électrique sur l'ensemble des bobines, que ce soit celle des aimants TF ou celle des aimants PF. Alors, comme on a réalisé ces essais à 80K, je ne sais pas si Thierry, tu peux parler des essais à 4K. Je ne pense pas que c'est prévu pour l'instant. Sur les essais, ce qu'on peut dire sur les essais, c'est que principalement pour des raisons de planning, hein, on s'est limité sur les aimants TF et PF et CC à des essais à 80K. C'était pour éliminer les risques majeurs qui avaient été identifiés sur la fabrication de ces aimants. Donc là, on a vraiment 2 risques majeurs sur ces aimants. Le premier, c'est la découverte de fuite une fois que l'aimant est mis en froid. Donc, quand on descend à 80 K, la température de l'azote liquide, on réalise le gros de toutes les déformations mécaniques par rétrait thermique, hein. Donc, c'est-à-dire c'est là qu'on a appliqué tous les stress qui vont arriver lors de la mise en froid.
Et lorsqu'on fait des tests de fuite, on vérifie que l'aimant sera bien étanche. Et le deuxième élément le plus risqué sur ces éléments-là, c'est la partie isolation électrique. C'est-à-dire que je crois pas que tu en aies parlé, Sébastien, c'est que les tenues en isolation électrique de ces aimants, pour les TF, on vise 19 kilovolts. Tout à fait, oui. Pour les PF, on vise 30 kilovolts. Donc, c'est des niveaux d'isolation électrique assez élevés. Et donc, le risque de la même chose quand on met en froid, c'est qu'on a des rétrins différentiels entre les isolants et les parties métalliques en inox qui est assez importante. Donc, on stresse les interfaces de ces parties-là et on risque d'avoir des cassures, des cracks en fait, hein. Et donc, le deuxième point qu'on voulait éliminer lors des essais, c'était le risque de découvrir tard des défauts d'isolation. Donc, toutes les bobines sont passées à travers des cycles thermiques à 80 K avec des tests d'isolation et des tests, de fuite. Après, sur les manques que je vais présenter, le solenoïde central, donc là, ça a été une décision de l'agence américaine. On a été plus loin, on a fait des tests à 4 Kelvin, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis en froid l'aimant à la température de fonctionnement et il a été chargé à 40 000 ampères. Donc là, on a vérifié on ne va pas dire vraiment les performances du conducteur parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout de ce qui va être le fonctionnement d'ITER, parce qu'on ne peut pas atteindre le champ magnétique, mais on a vérifié la continuité, on va dire, supraconductrice, si c'était l'idée de votre question, des aimants. Mais en parallèle de la fabrication, donc il y a eu sur le conducteur, il y a eu un contrôle qualité vraiment très très poussé lors de toute la fabrication au niveau du fil. C'est-à-dire il y a eu un contrôle systématique des performances du fil, un contrôle systématique des batchs des performances du câble avant avant l'insertion des conducteurs. Ok, merci pour la réponse. Armand, une autre question d'ancien électricien. Ouais.